L'équipe de Terre et Cité a la joie de vous accueillir ce soir pour cette soirée de débat national sur la question du manger local. Avant de donner la parole à Thomas Joly, à Méline Monchalin et à Emmanuel Vargon, je vais d'abord commencer par vous expliquer quel est l'agenda de la soirée et un petit peu la manière dont nous allons procéder pour débattre ce soir. Les horaires sont nécessairement un petit peu décalés, mais dans l'ordre, il y aura tout d'abord les mots d'introduction qui seront suivis d'une première phase durant laquelle vous serez invités à débattre en petits groupes. Nous constituerons ainsi 10 groupes qui seront facilités. Et ensuite, il y aura une deuxième phase où nous nous retrouverons ici en plénière. Nous terminerons par un temps de questions-réponses, un mot de conclusion et nous vous inviterons à savourer un buffet avec des produits locaux du plateau de Saclay. La première phase de discussion qui aura lieu en groupe aura lieu dans différentes parties de cette salle et dans une autre salle qui est à côté. Nous vous indiquerons cela plus tard. Et nous vous poserons 4 questions pendant 50 minutes. Si vous le souhaitez, si parmi vous, il y a des personnes qui aimeraient pouvoir échanger avec d'autres personnes qui font partie de la même catégorie d'acteurs ou qui ont la même manière de contribuer à la société, vous pouvez nous le faire savoir et on peut constituer des groupes de catégories d'acteurs. Par exemple, si vous êtes étudiant et que vous souhaitez réfléchir à ces 4 questions avec d'autres étudiants, ou si vous êtes agriculteur ou voilà, chercheur, je ne sais quelle catégorie d'acteurs, vous pouvez nous le faire savoir. Et dans ce cas-là, dans les minutes qui viennent, dans les 20 minutes qui viennent, vous pouvez faire un signe à Maëlys ou à Clotilde et elles viendront vous voir, elles prendront votre nom et votre proposition de constitution de groupe de catégorie d'acteurs. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait donc ces groupes de discussion, que vous soyez par catégorie d'acteurs ou simplement entre citoyens, ces discussions dureront 50 minutes et il y aura des facilitateurs qui vous permettront de vous exprimer de manière équitable. Ces facilitateurs aussi auront pour mission de prendre des notes, car tout ce qui sera dit ce soir ou noté dans ces notes sera ensuite restitué, c'est-à-dire qu'ils feront l'objet d'un livrable et que ce livrable sera déposé sur la plateforme du débat national et sera également envoyé au cabinet d'Emmanuel Vargon. La deuxième phase est celle de la restitution. Dans chacun des groupes, vous aurez décidé, vous aurez nommé d'une personne qui pourra faire cette restitution et qui, au moment de la plénière, sera ici, dans cet espace-là, et chacune de ces personnes aura pour mission de restituer ce qui aura été dit en petits groupes, mais sera aussi invitée à débattre sur ces 4 questions. Il y aura donc, dans la deuxième phase, un premier temps de restitution de chacun et un deuxième temps d'échange, de débat. Tous les autres participants seront invités à observer. Et à la fin, cet échange sera conclu par 10 minutes de questions-réponses où chacune des personnes pourra poser des questions ou intervenir. Bien entendu, chacun de ces échanges seront retranscrits. Nous avons donc Marie, que vous voyez sur le côté ici. Marie, toute la soirée, et je pense qu'elle est déjà en train de le faire, écrit tout ce qui se dit. Et le but est également, bien entendu, que cela apparaisse dans le livrable qui sera retransmis par la suite. Voilà, la dernière phase de questions-réponses, comme on l'a mentionné. On peut donc passer au slide suivant. Comme je vous le précisais précédemment, dans les petits groupes, il y aura à chaque fois un animateur. Cet animateur, il est là parce que vous êtes très nombreux ce soir, comme vous pouvez le constater. Alors on peut accueillir Madame Vargon, Madame la Ministre. Merci beaucoup.
Je termine très rapidement l'aspect méthodologique avant de pouvoir introduire. Je disais, l'animateur, il est là pour s'assurer que chacun puisse prendre la parole. Vous êtes très nombreux et vous êtes venus pour vous exprimer. Et l'idée est que dans ces cercles, l'animateur puisse distribuer la parole équitablement. Il est aussi là pour s'assurer que l'ensemble des questions puissent être abordées et veiller aussi à la qualité des échanges dans le sens où il y ait vraiment une écoute entre nous. L'animateur veillera également à la fin à ce qu'il y ait une synthèse, à ce que chacun puisse synthétiser ensemble ce qui aura été dit, de manière à ce que la personne qui est en charge de la restitution ait bien en tête l'ensemble des échanges et puisse vraiment restituer ces échanges une fois ici. Donc, pour finir, comme à chaque fois que nous menons un événement de ce type, il existe une charte des échanges, cette charte qui permet de garantir que les échanges soient de qualité. Donc c'est toujours une invitation à l'écoute, une écoute avec attention, une écoute qui vise à ne pas couper la parole parce qu'en fait on est déjà concentré sur ce qu'on a envie de dire sans forcément écouter l'entièreté de ce que veut dire l'autre personne. La responsabilité de ce que l'on dit, c'est-à-dire qu'on parle en notre nom propre, on ne parle pas au nom d'une personne qui est absente. La bienveillance dans le sens où on essaie, dans la mesure du possible, de s'écouter sans trop de jugement. Et l'équité, c'est-à-dire qu'on favorise des échanges qui permettent de laisser le temps aux autres de s'exprimer également. Et bien entendu, si l'animateur est amené à nous demander de synthétiser notre propos de manière à laisser la parole aux autres, ça veut dire qu'on peut comprendre cela. Je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant donner la parole au président de l'association Terre et Cité, M. Joly. Merci beaucoup, Clarisse. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. C'est pour moi un immense plaisir que de vous accueillir ce soir. Et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Ça n'a pas été une démarche évidente et immédiate pour Terre et Cité que d'organiser ce grand débat national. C'était une interrogation de savoir si ces grands débats constitueraient un élément d'apaisement de notre pays et participeraient à la concorde des Françaises et des Français. Mais depuis les débuts de notre association, depuis près de 25 ans, l'échange, la co-construction constituent l'ADN même de notre association Terre et Cité. C'est sa raison d'être depuis son origine. Il était donc assez évident de ne pas renier nos racines et de vous proposer ce temps de rencontre, de partage et, comme l'a dit Clarisse, de travail. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec toute l'équipe de Terre et Cité et je voudrais la remercier notre bureau, notre conseil d'administration d'avoir largement contribué à l'organisation de cette soirée. Et vous avez déjà eu la présentation du déroulement de nos échanges. Je voudrais aussi remercier nos hôtes de ce soir, d'Yvette, et de leurs complices de Ground Control pour leur implication dans cet événement. Le fait que ce lieu rassemble ce soir des agriculteurs, des chercheurs, des chômeurs, des étudiants, des habitants, des salariés, des responsables associatifs, des élus locaux, montre à quel point l'alimentation et la manière dont elle va évoluer demain constituent un enjeu absolument majeur pour notre société. Se nourrir et bien se nourrir, c'est un enjeu, c'est une question même de survie pour les bipèdes que nous sommes. Mais ce n'est pas que cela. L'alimentation, c'est aussi et surtout les terres et leur disponibilité, et notamment les terres de Corbeville. C'est aussi l'eau et l'hydraulique qui la rendent fertile. C'est la biodiversité qui la compose.
c'est l'énergie pour produire, c'est les déchets qu'elle ne manque pas de générer, c'est aussi les transports pour la distribuer. Dans le français du Xe siècle, nourrir, c'était élever un enfant. Dans son appréciation globale du terme, Montaigne disait au XVIe siècle que nourrir consistait à former dans son esprit, c'est-à-dire concevoir, imaginer ou bien même méditer. L'organisation de nos systèmes alimentaires, la manière dont nous nourrissons, témoigne, à n'en pas douter, de nos valeurs morales, culturelles et spirituelles, et de l'importance que nous accordons à notre environnement et à nos semblables. Et je crois qu'au fond, c'est bien cela qui nous réunit ce soir. L'organisation de nos systèmes alimentaires est structurellement liée au fonctionnement de notre société. Il est aujourd'hui impossible de le faire évoluer sans penser à cette dernière. Ce serait là aussi trahir l'esprit même du grand débat que de vous faire partager mes convictions profondes sur ce sujet, et nous aurons l'occasion d'échanger pendant la durée de cette soirée. Il y a, en tout état de cause, un terrain sur lequel il est certain et indiscutable que c'est avec les agriculteurs que nous pouvons manger. Ce sont des artisans et parfois même des artistes de la terre. Et je les remercie très chaleureusement d'être ici ce soir présents, et je vous invite à les applaudir. Je tiens à remercier très chaleureusement et très sincèrement Emmanuelle Wargon, ministre en charge du grand débat national, de prendre le temps d'assister à nos échanges ce soir. Je suis touché de votre engagement, Madame la ministre, et ceci à 2 jours de la clôture du grand débat et à 48 heures du temps des synthèses qui vont s'en suivre. Ceci nous donne ce soir une véritable grande responsabilité. Il ne faudra pas avoir peur de nous dire les choses, en dépassant nos a priori, de confronter nos visions, en essayant de nous mettre dans la peau les uns des autres. Je voudrais conclure en rappelant qu'il y a de très nombreux services que la ville et l'agriculture peuvent mutuellement se rendre, et bien d'autres synergies qui restent à inventer. C'est l'ambition de terre et cité, de contribuer à leur éclosion, à leur émergence, et puis à leur mise en œuvre. Et ce, sur notre territoire, du plateau de Saclay et de ses vallées. L'avenir du plateau de Saclay, et sans doute de beaucoup d'autres territoires nationaux, réside dans une alliance féconde entre la terre et la cité. Les grands enjeux du XXIe siècle nous le rappellent avec force et nous imposent de trouver au plus vite des solutions. Nous ne pourrons pas tout résoudre ce soir, mais je vous invite très chaleureusement à participer avec nous à cette aventure passionnante. En attendant, j'ai le plaisir de passer la parole à Amélie de Montchalin, députée, qui a pris toute sa part dans l'organisation et l'avènement de cette soirée, et je vous en remercie très chaleureusement. Je sais qu'elle saura donner toute la résonance auprès de l'ensemble de ces réseaux, de l'Assemblée nationale, des parlementaires au sens large, aux discussions qui auront lieu ce soir, et afin que tout ce qui sera partagé ici dépasse le cadre de l'Yvette, où nous sommes ce soir, et des rives de l'Yvette. Merci à vous toutes et à vous tous. Cher Emmanuel, Madame la Ministre, cher Thomas, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, chers tous,
Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir parce que le deuxième appel que j'ai passé une fois que le débat national a été lancé a été auprès de Thomas Joly, en lui disant si Terre et Cité pouvaient prendre toute sa part à ce débat, je pense que nous aurions sur ce territoire, au fond, le meilleur exemple de ce que ce débat cherche à faire, c'est d'avoir des citoyens d'origine, de préoccupations, d'âge différents, qui, autour d'un sujet qui, a priori, les préoccupe collectivement, peuvent échanger de manière horizontale, de citoyen à citoyen, pour qu'on sorte du cadre seulement associatif et qu'on y invite tous à participer. Alors ce soir, je crois que c'est mon, je ne sais plus si c'est 6e ou 7e grand débat. J'ai la chance d'avoir participé à un certain nombre d'entre eux sur notre territoire en Essonne, mais aussi dans la Drôme, où j'étais vendredi dernier, territoire très agricole, après avoir été d'ailleurs au congrès de la FDSEA de la Drôme, donc vous voyez, voilà, et puis en Haute-Savoie. Partout, ces débats, ils apportent quelque chose de nouveau, je trouve, c'est que des citoyens qui ne se connaissent pas échangent sur le fond et finalement parlent de politique, dans ce que la politique a de plus beau, c'est l'engagement pour la cité et la construction collective d'un projet commun. Et si les Gilets jaunes nous ont rappelé quelque chose, probablement nous avions fait des erreurs du côté du gouvernement et de la majorité, mais il nous a aussi montré que les Français se sentaient souvent seuls. Et que sur les ronds-points, ce qui s'est passé, ce qui s'est trouvé, c'est beaucoup d'échanges. Il s'est aussi trouvé une forme de confrontation, et notre rôle, c'est de réconcilier les uns avec les autres. Mais face à cette solitude, face à cette volonté de contribuer, ce que nous avons à construire dans notre pays, c'est des temps d'échange et l'idée que notre projet collectif, eh bien, il est encore à construire ensemble. Je ne vais pas être très longue, je voulais juste dire 2-3 choses sur le sujet et le lieu où nous sommes. Moi, je suis assez émue aussi d'être là, parce que si Terre et Cité existent, c'est que mon grand-père, Christian Vandamme, Thomas Joly, à 15 ans, ont décidé que la terre et la cité n'allaient pas se confronter, mais qu'ils allaient essayer de construire un projet ensemble sur un territoire assez exceptionnel. On est au port de Paris. Les agriculteurs sur ce plateau sont ceux qui habitent le plus proche de Paris. C'est ceux aussi qui, depuis au moins 15 ans, mais depuis un peu plus longtemps, ont finalement cherché les uns et les autres à développer une agriculture qui soit compatible avec cette proximité de la ville. Certains sont devenus maraîchers, d'autres produisent des yaourts, sans citer personne, d'autres font du pain, d'autres se sont lancés dans l'agriculture bio. Bref, chacun a essayé de trouver sa voie, pas pour se concurrencer, mais pour essayer justement de construire les bases d'une alimentation et d'une agriculture qui trouve sa place aux portes de Paris. Je suis aussi très contente parce que ce lieu Yvette, que j'ai visité quand il était encore un peu en travaux, je crois qu'il y a encore un peu de travaux, il regroupe ce que le plateau de Saclay, au fond, est en train de construire d'intéressant. C'est un lieu où il y a des citoyens, des étudiants, des chercheurs, des acteurs variés, des agriculteurs. On a un immense chemin devant nous. On a l'opportunité d'en faire quelque chose qui nous représente tous. Et je pense qu'on va avoir besoin de l'engagement de chacun. Ce projet doit être bien autre chose que de l'immobilier. Il doit avoir un cœur, une vie, un cœur qui bat, des échanges. Et donc, au fond, ce débat, c'est aussi pour moi l'occasion de commencer à poser des petites pierres pour que ce projet prenne toute son ampleur. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est une citation de Raymond Aron, que je transporte avec moi de grand débat en grand débat, qui dit cette phrase qui, pour moi, est très inspirante et qui, je pense, peut nous aider à réfléchir tous ce soir, en disant que la politique, c'est pas le choix entre le bien et le mal. C'est le choix entre le préférable et le détestable. C'est pas pessimiste comme phrase, mais ça nous rappelle que nous avons la responsabilité de faire des choix. Et même si nous avons des grands idéaux, même si nous avons des grandes valeurs morales, la vie quotidienne, c'est de faire des compromis et de trouver des consensus. Et je crois que c'est ce que nous avons à réfléchir ce soir. Je vous remercie. Je passe la parole à Emmanuel. Bonsoir à tous, je vais être rapide. D'abord, merci de m'accueillir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Thomas. Merci beaucoup, Madame la députée, chère Amélie. Moi, je crois que j'en suis à mon 25e grand débat et je pense que ce sera l'un des derniers. Pas totalement parce que ça s'arrête, parce que
Les réunions locales de ce type s'arrêtent, mais on a encore des conférences citoyennes régionales dans lesquelles on va avoir des Français tirés au sort. On en a 5 ou 6 ce week-end et un petit peu plus le week-end prochain, donc c'est important. Et puis après, on va rentrer dans la phase de l'analyse de tout ça, et puis dans des débats parlementaires, et ensuite dans la phase de décision. Et je voudrais vous dire, avant d'arriver au sujet de ce soir, que au gouvernement, avec le président de la République, on est extrêmement conscient de la responsabilité qu'on a prise en proposant ce débat, en proposant aux Français de discuter, de faire des propositions sous plein de formats, et que cette responsabilité, c'est celle d'être capable d'être à la hauteur des propositions que vous ferez, et d'être capable de proposer à la fois une vision, des mesures de court terme, des mesures de long terme, qui permettent de bâtir les compromis dont parlait Amélie, et qui permettent d'emmener le pays dans la meilleure direction possible pour tous. Et donc je voudrais simplement vous dire qu'on prend tout ça avec beaucoup d'importance, à la fois dans la capacité à traiter toutes les propositions qui vont remonter, et on a une assez grosse équipe qui fait ça et qui permettra d'avoir une restitution exhaustive, et après dans la décision publique. Alors après, moi je suis ravie d'être ici parce que l'alimentation c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait je trouve que c'est un sujet passionnant parce qu'elle a croisé de plusieurs mondes. Et d'ailleurs, l'alimentation en France, ça a ceci de bien que c'est à la fois un sujet agricole, scientifique, technique, sanitaire, mais c'est d'abord un sujet social. Parce que l'alimentation, c'est la manière de manger, ce sont les repas, c'est la convivialité qui va avec, c'est la capacité à partager, c'est la capacité à donner, c'est la capacité à transformer, à cuisiner, à faire. Et c'est une des forces de la société française de ne pas avoir complètement déstructuré encore les repas quotidiens. Alors bien sûr, c'est plus difficile, les repas sont plus courts qu'avant, mais quand on regarde par rapport aux États-Unis, on a encore de la marge, et j'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Il ne faut pas oublier que l'alimentation, ce n'est pas seulement ce qu'on mange et comment c'est produit, même si c'est déjà très très important. Et en anglais, ça n'existe pas le mot alimentation. C'est food, mais food, ça ne veut pas dire la même chose que ce que alimentation veut dire en français. Et après, l'alimentation, c'est à la fois la manière de produire et l'impact sur la santé. Comment est-ce qu'on arrive à développer un système cohérent qui est à la fois bon pour la planète, et donc c'est toute la transition agricole. Comment est-ce qu'on la fait avec les agriculteurs en inventant des pratiques agricoles qui sont durables, qui préservent les sols, qui préservent la biodiversité, en allant vers des circuits courts, et tout ceci en regardant comment est-ce qu'on peut vivre dignement, bien d'une exploitation agricole. Et puis c'est la question de comment est-ce qu'on nourrit la planète, c'est quoi un bon régime alimentaire pour la santé, et notamment dans la proportion de ce qu'on mange, avec le défi qui nous est posé à la fois de manger le plus local possible et à la fois d'être capable collectivement de nourrir tous les habitants de la planète. Donc en fait, je pense qu'on pourrait faire 1, 2, 3, 5 grands débats sur l'alimentation. Ça ne veut pas dire qu'on va vous garder jusqu'à 5 heures du matin, mais ça veut juste dire que vous avez choisi, à mon avis, l'un des thèmes les plus intéressants, à la fois pour la société et évidemment pour le ministère dans lequel j'ai l'honneur d'être, qui est le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc merci beaucoup d'y participer. Je trouve aussi vraiment très réjouissant de voir, comme ça a été dit, différentes professions, différentes générations, voilà, je cherchais le mot, parce que c'est pas toujours le cas. On a parfois des grands débats dans lesquels on a plutôt certains publics ou certains autres. Là, c'est très mélangé, et donc je pense que ce sera propice à une réflexion fructueuse, et on tiendra compte de ce que vous dites. Donc merci beaucoup, et au travail. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Merci, Madame la ministre. On va maintenant pouvoir procéder aux échanges. Avant cela, j'aimerais que Maëlys et Clotilde me disent s'il y a eu des groupes d'acteurs qui se sont manifestés. Un groupe d'acteurs. Ok. Alors, on va se répartir en 10 groupes. Du coup, le groupe des agriculteurs, je pense que vous pourrez suivre Maëlys dans le coin là-bas. Et ensuite, je pense qu'à partir de la moitié, ici,
comme ça, la moitié de ce carré ici. Vous pourriez tous aller dans un amphithéâtre qui se trouve à gauche, et là-bas, il y aura 5 groupes. Vous pourrez vous répartir entre ces 5 groupes. Voilà, donc si vous pouvez commencer à y aller, comme ça, après, on va pouvoir répartir l'autre moitié du public. Et pour toutes les personnes ici, peut-être qu'ici, une quinzaine de personnes pourront rester et venir ici, sauf si vous venez tous du même groupe. Peut-être, voilà. Peut-être vous vous mélangez un peu. On attend qu'ils s'en aillent et je vais vous montrer où se trouvent les autres espaces dans le lieu. On peut peut-être penser que les personnes ici peuvent se rendre au fond, là-bas. Il y a un espace qui est en train de se créer. Et je vais demander à Jimmy et Alexandre de venir chercher 2 groupes ici et de les amener dans leur lieu, dans leurs espaces. Et à Marie aussi. Marie, si tu peux venir, tu viens chercher un groupe. Bonjour à tous. Donc, on a d'abord évoqué le fait qu'il fallait informer les consommateurs, parce que beaucoup n'étaient pas au courant des lieux des agriculteurs ou des saisons pour les légumes. Ensuite, il faut amener le local aux gens, sinon ils ne viendront pas le chercher. Et donc, on s'est demandé qui va amener le local aux gens. Et on a également le problème des modes de vie, des modes de déplacement. On ne peut pas prendre la voiture pour aller chercher du local, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est contradictoire. Et enfin, comment gérer la hausse des volumes et comment amener du local à tous les gens de Paris, par exemple. Ça entraînerait de l'exploitation intensive, ce qui n'est pas souhaitable. Et enfin, est-ce qu'on peut écouler le local dans du supermarché pour le rendre accessible à tous? Et on a aussi évoqué les jardins potagers pour pouvoir permettre à beaucoup de gens de produire eux-mêmes leur nourriture qui serait donc d'autant plus locale. Merci. Bonsoir. Alors nous avons essayé de définir qu'est-ce que manger local. On l'a résumé entre mieux manger et sainement dans le respect de l'environnement, de la saisonnabilité, l'eau, la terre, l'air. Donc ensuite, il y a des éléments qui viennent déjà d'être dits, mais pour nous, il y a beaucoup eu de discours autour de l'éducation. Donc sensibiliser, éducation, tout au long de la vie. D'abord par les enfants, dans les écoles, mais ensuite également les parents. On a parlé de création de filières de transformation intermédiaire locale, puisqu'on ne peut pas tout produire localement, comme vous l'avez dit. Favoriser l'installation de producteurs pour répondre à la demande, mais pas non plus avoir une exploitation trop importante. Consommer les produits locaux pour maintenir et développer l'agriculture périurbaine. Un gros travail à faire sur les normes qui sont trop contraignantes justement pour favoriser ces implantations locales. Produire localement, c'est aussi aider un peu un côté marketing avec également une charte locale et favoriser donc tout ce qui est activité locale. Favoriser dans les zones principalement urbaines où c'est pas présent et proposer également que la commune soit le moteur de toutes ces initiatives. Bon, alors par rapport à ce qui vient d'être dit, nous on a dit dans notre groupe qu'il fallait probablement augmenter l'offre de commerce local et il y avait évocation d'épiceries participatives dans le groupe qui permettent de regrouper des produits locaux et de les rendre disponibles au cœur des villages par exemple. Il y a eu des conversations sur l'échelle du local, mieux le définir. Il y a eu quand même à plusieurs reprises des interventions pour dire la nécessité de protéger les producteurs et de protéger les terres, que sans les terres, il n'y aurait pas de production agricole. Il y a eu ensuite des questions autour de le type de production, le mode de production, c'est-à-dire privilégier plutôt des productions type artisanales par rapport à des modes d'agro-industrie qui se sont développés il y a déjà plusieurs années. Le local, c'est aussi la capacité de moins jeter, c'est-à-dire moins de gâchis et moins de surconsommation.
faire ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire faire de la propagande positive, de la communication et de l'éducation sur les modes de consommation en local, et utiliser son pouvoir d'achat en tant que citoyen pour orienter sa consommation vers le local. Il faut enfin favoriser les dynamiques associatives écologiques pour faire la promotion de ces circuits locaux. Voilà. Florence Noireau, habitante de Gif-sur-Yvette. Oui, Cyril Girardin, donc vice-président de l'AMAP des Jardins de Cérès et vice-président de Terrecité pour le collège association. Bonsoir, Mounia Mastefaoui, je suis physicienne du climat. J'habite à Massy, je me sens citoyenne du monde. Voilà, dans notre groupe, on a identifié 3 axes majeurs: urbanisme, métier, activité et éducation. Dans la catégorie urbanisme, les personnes ont fait remonter un intérêt particulier par rapport à ce qui concerne le bétonnage et puis l'aménagement du territoire, en particulier du plateau de Saclay. Les personnes ont également demandé à ce que l'aménagement du territoire, en particulier francilien, soit aussi pensé en termes de préservation des terres, ça a déjà été dit. Également encourager, faire en sorte que les transports propres, donc à côté du vélo par exemple, soient également rendus accessibles pour les personnes à mobilité réduite, donc encourager par exemple les dispositifs de covoiturage pour aller chercher les produits locaux chez des agriculteurs, des producteurs qui peuvent être un petit peu éloignés des zones desservies par les transports en commun par exemple. Et puis en termes de métiers, il y avait eu un point important sur la PAC, distribuer les primes peut-être de manière encore plus poussée vers les agriculteurs qui produisent du bio, également soutenir et encourager la transparence au niveau de la traçabilité des agriculteurs. En termes d'activité et de métiers, encourager le télétravail et essayer de faire en sorte que les personnes puissent travailler proche, vivre proche de l'endroit où elles travaillent. En termes d'éducation, juste pour rebondir sur ce qui a déjà été dit, il a été demandé que l'éducation nationale, de manière institutionnelle, peut-être mettre en place des cours pour la sensibilisation à l'alimentation en tant que problématique de santé publique, à former des sachants sur le sujet et encourager le végétarisme, par exemple. Et il a enfin également été demandé que des choses soient imposées aux entreprises, que l'État prenne vraiment en charge les choses pour renforcer en fait son rôle contraignant pour ce sujet. Merci. Christelle Hamon, éducatrice en santé. Je travaille dans un centre de pédiatrie pour enfants, donc abandonnés également. Donc dans notre groupe, il a été évoqué beaucoup de choses qui viennent de se dire. Donc c'est un peu répétitif, mais il y a quand même l'importance de souligner qu'il faut redéfinir la définition du local, parce qu'il y a vraiment un flou sur ce positionnement. Donc consommateur de proximité chez soi ou autre accès décarboné, il n'y a pas de cadre juridique. Donc en 2, engagement individuel sur le choix des commerçants. Donc ça sous-entend aussi une conscience et une confiance qui n'est pas évident donc aussi de vivre. Donc il y a également l'autoproduction qui n'est pas trop possible. On a parlé de l'autoproduction mais pas trop possible. Quel accès donc pour le local, et puis concernant la distance, on a parlé de distance par rapport à le transport. Voilà, alors je reprends des notes brièvement. Reformer sur la question des grandes surfaces. Il y a un gros souci à se faire concernant donc effectivement les gros groupes. Donc je me permets d'ajouter quand même qu'il y a un souci énorme politique que tout le monde n'ose pas aborder concernant effectivement le souci de l'alimentation, puisque ça sous-entend effectivement des recherches qui ne sont pas forcément dites. Voilà, il n'y a pas tout qui passe au niveau média, et ce sont des informations qui peuvent déranger.
concernant surtout la DJA, la dose journalière alimentaire qui n'est plus contrôlée. Donc on a du souci à se faire par rapport aux cantines, on en l'avait évoqué concernant la santé. C'est ce que je défends beaucoup, mais on est également dans une guerre entre la médecine allopathique que j'ai quittée et les médecines alternatives, les formations libres des médecines. Voilà. En 3, il y a un engagement également à prendre en compte concernant... on a eu l'exemple sur Saclay, concernant monsieur et madame Vandamme, qui ont pu effectivement amener dans les cantines du bon pain bio. Et il y a eu effectivement brutalement un arrêt, sans forcément considérer la situation avec eux. Donc il y avait eu pourtant un temps d'adaptation auprès des enfants concernant le goût. Mais derrière, c'est très problématique parce qu'il y a une décision toujours politique qui peut freiner les choses. Donc nous sommes effectivement confrontés à un changement sociétal. Donc il y a des changements d'habitude à faire, de temps, d'éducation, de positionnement concernant le gouvernement en conscience et en cohérence. C'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Il y a toujours cette problématique de gros groupes financiers. Donc en 4, il y avait également relevé que seul c'est très difficile. Mais même quand on est une association, quand on est des groupes effectivement d'agriculteurs, c'est très difficile. Et puis, pour finir, on a parlé également beaucoup quelle possibilité de nourrir avec un choix alimentaire de qualité une population qui est aussi importante. La problématique des restaurateurs, effectivement, qui ne savent plus comment faire au niveau des budgets, des décisions claires à prendre. Donc il y a effectivement une demande d'un besoin sur une aide, un objectif chiffré, aide aux acteurs. Voilà. Et en termes de communication entre les acteurs, donc avoir une traçabilité enfin claire, donc des projets dans les échanges, que ça soit beaucoup plus lucide. Je vais vous demander de clore, même si tout n'a pas été dit. Et le mode de distribution, donc changer totalement le modèle du supermarché. J'insiste sur le totalement. Activer autrement pour vendre du local. Et je finirai par une petite phrase qui m'est personnelle, c'est repenser l'être humain au cœur de son existence, vraiment, et dans tous les actes de sa vie quotidienne. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Quentin, en ce moment je suis au chômage. Et voilà. Je suis aussi adhérent à l'EPI de la Vallée. Donc nous, par rapport à la question du manger local, on a été aussi critique sur la question de local, parce qu'elle ne nous paraissait pas pertinente, parce que le local était trop large. Ce qui revenait régulièrement, nous, c'était vraiment la question de manger bien, et manger bien avec plusieurs dimensions, bien pour l'économie locale, mais aussi bien pour notre santé, et bien pour l'environnement. Pour nous, c'était vraiment ça qui était important. Le local, en fait, c'est très difficile à définir. Sur la question, il y avait une deuxième question par rapport à l'effet de mode ou un acte politique. Alors sur l'effet de mode, c'était beaucoup trop large, mais il y a eu un consensus sur le fait que, par contre, pour nous, c'est quelque chose qui va vraiment durer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a changé récemment, mais qui va s'inscrire dans le temps, et qui a une vraie prise de conscience de la population par rapport à ce qu'elle mange. Sur la question de l'acte politique, pour nous, oui, c'est un acte politique au niveau individuel. Parce que si tout le monde change son mode de consommation, effectivement, il va y avoir des changements, même au niveau économique. Mais c'est aussi et principalement quand même un acte politique, puisque la politique est transversale. Et pour nous, il n'y a que la politique d'une manière assez générale, notamment les collectifs. Il n'y a que de manière collective qu'on pourra revoir certaines choses. Notamment finir de soutenir une agriculture intensive, être plus concret sur les projets agricoles, et ça permet aussi une meilleure synchronisation des saisons. Pour nous, d'un point de vue politique, ce qu'il y aurait à prendre comme considération, c'est déjà mettre fin aux subventions qui sont par rapport à l'hectare. Et pour nous, il faut revenir à des subventions qui sont plus par rapport à la qualité du produit. Effectivement, on rejoint l'idée de l'urbanisation qui ne peut pas continuer comme ça, parce que on sait très bien que la centralisation, la construction de grandes cités va faire en sorte que c'est compliqué. Par exemple, déjà aujourd'hui, c'est compliqué de nourrir Paris parce que c'est une grande ville. Donc on peut pas, pour nous, on ne peut pas enlever l'idée d'urbanisation quand on pense manger local.
Il faut également changer la représentation du mode de consommation, quel type d'aliments on va consommer. Il faut repenser la praticité, l'accessibilité de ces modes de consommation, parce qu'on est conscient que nous, on a peut-être de la chance, mais que ce n'est pas accessible de la même manière partout. Et on rejoint aussi la question de l'éducation, du savoir, de l'information. C'est vraiment une question au sens large. Donc voilà, la conclusion pour nous, c'est vraiment on a besoin de rajouter du collaboratif, rajouter du participatif, mais dans le modèle économique, et qu'il y a vraiment à la fois quelque chose d'individuel et à la fois quelque chose de collectif pour nous à faire. Bonsoir à tous, je m'appelle Sarah, je suis psychomotricienne et coprésidente d'une association de jardins partagés à l'Université Paris-Sud et coprésidente de Bure en transition. Donc je rapporte pour mon groupe qui a essentiellement, enfin on va rapporter essentiellement des mesures qui concernent le grand débat national, puisqu'on est là quand même pour parler au gouvernement. Donc on a eu 2 propositions de loi dans le cadre de l'urbanisme. Une première qui est liée un peu, en fait, qui pourrait être à l'instar des logements sociaux qu'on oblige un certain pourcentage à avoir dans nos municipalités, d'avoir des terrains agricoles, un certain pourcentage de notre urbanisme local dédié aux terrains agricoles, sous peine d'avoir des amendes à payer en termes de collectivité ou de municipalité. Et dans le même état d'esprit, d'avoir des maraîchers qui soient municipaux, qu'on puisse avoir des subventions au niveau local pour embaucher des maraîchers dédiés sur une commune. Et par rapport à cette proposition, il y aurait l'idée de faire évoluer le cadre réglementaire au niveau des PLU en proposant une zone qui soit pas seulement une zone agricole, mais de modifier en fait pour avoir des zones qui tiennent en compte du mode de production. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des zones agricoles avec un mode de production paysan, et qui puissent du coup avoir accès à des terres qui sont des fois des terres qu'on octroie à des espaces naturels sensibles et qui pourraient très bien être compatibles avec de la biodiversité. Dans un deuxième temps, ça serait plus une loi qui serait au niveau des projets immobiliers, donc plus dans le cadre particulier, où en fait on aurait des projets immobiliers qui tiendraient en compte d'une sécurité au niveau des terres cultivables, c'est-à-dire que par rapport au fait par exemple qu'on oblige des projets immobiliers à avoir des espaces pour des parkings voitures ou des parkings vélos, qu'on obligerait qu'il y ait une certaine part de l'immobilier qui soit pensée pour produire au niveau du logement en fonction du nombre d'habitants. Donc ça pourrait être l'inclusion de jardins partagés ou d'aménagements sur les toits. Sarah, oui. Je vais vous demander de... Ok. Et donc je finis très rapidement avec d'autres propositions qui n'ont pas grand-chose à voir. Mais ce serait pareil au niveau de la législation. Supprimer les insecticides, tous les insecticides pour préserver nos abeilles. Avoir un programme scolaire où il y ait des ateliers de cuisine qui soient vraiment institués dans les programmes scolaires. Et au niveau des collectivités locales, recenser le foncier agricole disponible pour favoriser l'implantation de nouveaux maraîchers. Voilà, je passe la main. Bonsoir à tous. Pierre Botte, je suis agriculteur sur le plateau de Saclay. On était un groupe d'agriculteurs, pas que, avec aussi des gens avec des sensibilités agricoles, des chercheurs autour de l'agriculture. Je n'ai pas de proposition de loi, parce qu'avant d'être agriculteur, on est juriste, c'est-à-dire qu'on a le code civil, le code rural, le code de l'environnement, le code du travail. Voilà, on a bien assez de réglementation, donc je ne vais pas vous en proposer ce soir. Et la première question qui a été évoquée, c'était évidemment la question d'échelle du local. Et on était plus dans l'idée, au lieu de partir sur une réglementation à la belle, que le local, c'est avant tout une démarche. Dans nos exploitations, c'est une démarche. On n'est pas forcément sous signe de label, mais on est tous dans des démarches probablement assez proches de ce qu'on pourrait appeler la responsabilité sociétale et environnementale.
avec toute la question de notion de flux, notamment sur nos exploitations. On parlait de transport, de logistique, etc. Le point suivant qui a été assez important, qui était la question de la structuration et ou de la restructuration des filières agricoles, puisque on a rappelé que quand même le circuit court existait avant et la ceinture verte maraîchère autour de Paris a été mangée par l'urbanisation. Donc toutes les filières amont-aval ont été aussi déstabilisées, et donc il y a des filières qui existaient qu'il faut recréer, repenser. Il y a un autre point dans le système alimentaire de Paris, de la région parisienne, qui était les Halles de Paris avant, qui est devenu le marché de Rungis. C'est à la fois un débouché, peut-être une opportunité pour nous, mais c'est aussi notre premier concurrent, puisqu'on trouve de tout, à tous les prix et toute l'année à Rungis. Donc c'est aussi la question de la concurrence qu'on a aussi en face de nous, de produits de tout et de partout, qui peuvent être sous signe local si on n'a pas une définition d'échelle qui est forcément claire pour tout le monde, si on contourne un peu le système. Alors après, il y a toute une question de réglementation et de distorsion de réglementation, et finalement, justement, comme on a un tas de réglementations qui existent déjà et parfois qui se contredisent, c'est aussi très compliqué, nous, de nous en sortir sur nos exploitations. Notamment pour ce qui concerne les marchés publics, quand on parle du manger local, nous approvisionner demain en circuit court des restaurants collectifs, etc., dans les collectivités, c'est assez compliqué. Ensuite, il y a eu des débats techniques après sur les questions de fiscalité, de stabilité des politiques publiques, de lisibilité sur le long terme, puisqu'il faut à la fois, pour développer des filières agricoles, avoir de la lisibilité sur le foncier et de la lisibilité sur les politiques qui sont menées sur les questions agricoles. Donc la ZPNAF est une première réponse pour nous et un premier moteur. La question, c'est quand on élargit au territoire, pourquoi pas plus de ZPNAF en France ? Et enfin, on a terminé sur finalement un débat sur on va dire un quadrilatère entre activité économique, logement, consommation, emploi, avec au milieu de tout ça la question du transport et de la logistique, qui sont aussi des questions importantes dans le système global. Et là, c'est le cœur de réacteur de Terre et Cité, donc voilà, on a bouclé la boucle. Bonsoir, Emmanuel Vandamme, je suis agriculteur avec mon épouse à Villiers-le-Bacle. Donc dans notre groupe, on a trouvé les 4 questions un petit peu curieuses, sachant qu'on est sûr que l'État a déjà les réponses à toutes ces questions, mais on a quand même fait l'effort d'y répondre. Donc manger local, qu'est-ce que c'est manger local? C'est avoir des producteurs, de nouveaux circuits de distribution qui ne sont pas ceux de la grande distribution, et surtout des consommateurs qui changent leur façon de consommer ou qui ont déjà changé leur façon de consommer. Ça permet de retisser le lien entre les consommateurs et les agriculteurs, et ça c'est une force pour les agriculteurs. Ça redynamise évidemment l'économie locale et c'est un gage de qualité en termes de traçabilité. Donc pour manger local, il faut avoir des agriculteurs, et pour avoir des agriculteurs, il faut avoir des terres agricoles. Et c'est là le nœud du problème, c'est-à-dire que on va pas réécrire l'histoire, mais un petit peu quand même. On est ici, entouré de béton. Il y a 5 ans, ici autour, il y avait des champs. On est à 20 km de Paris. La nouvelle façon de consommer qui n'est pas une mode, loin de là, qui est un acte engagé par les consommateurs. Un consommateur qui décide de consommer en circuit court, c'est qu'il en a un petit peu marre d'aller acheter tout et n'importe quoi dans une grande distribution. Donc, on est, nous, agriculteurs qui vendons en circuit court, portés par ces consommateurs-là. Et on a l'impression que l'État n'a pas très bien compris le changement de mode de consommation, puisqu'il continue d'urbaniser des terres à 20 km de Paris. Il y a 10 ans, on disait déjà que c'était un suicide de bétonner ces terres, mais on continue. Et donc c'est vraiment il y a eu un vrai débat dans notre groupe sur ce terrain-là. Et c'est un petit peu surprenant de voir la politique qui se continue. On a des élus locaux qui, finalement, globalement, sont d'accord avec cette politique, puisqu'on ne les entend plus. Alors que
le président de la République, à l'ouverture du Salon de l'agriculture, dit qu'il ne faut plus bétonner un seul hectare agricole en France. Donc voilà. Donc, on peut faire beaucoup de débats sur le manger local, mais tant que nos élus locaux, je dis bien nos élus locaux, avant d'aller critiquer les élus nationaux, il faudrait critiquer les élus locaux qu'on n'entend absolument plus au niveau de la CPS. On ne les entend pas se battre contre l'établissement public qui va continuer qui trouve des justificatifs, on en est là aujourd'hui, on trouve des justificatifs pour aller bétonner la ZAC de Corbeville. Donc c'est quand même assez hallucinant. Donc voilà, dans notre groupe, c'était plutôt dans cette tendance, c'est de dire oui, on n'est pas sur un effet de mode, on est sur une volonté politique des consommateurs de vouloir consommer en circuit court, mais ils veulent aussi avoir des producteurs à qui s'adresser. Et là, malheureusement, c'est là que le bas blesse. Bonsoir Juliette, j'ai grandi à Châteaufort, sur le plateau de Saclay, et cette année j'ai travaillé dans une ferme en polyculture élevage à côté de Limours. Nous avons parlé de la difficulté quand on sort de chez soi, c'est-à-dire dans la restauration collective, de manger local, et donc de la nécessité d'inscrire un pourcentage de nourriture bio et locale obligatoire dans la restauration collective. Nous avons parlé de la nécessité de penser l'alimentation non pas comme un commerce, un business comme les autres, soumis à des lois concurrentielles, mais comme un patrimoine, notre culture à tous. Et donc de pouvoir par exemple faire des appels d'offres dans lesquels on peut utiliser le mot local, ce qui n'est pas vraiment possible aujourd'hui, car c'est jugé anticoncurrentiel. Nous avons parlé de la question de la sauvegarde des terres agricoles, et des surfaces disponibles, et également de la nécessité de peut-être diversifier la gestion de ces surfaces, puisque aujourd'hui donc, on est entouré de terres agricoles, mais les aliments qui sont produits ici sur ces terres ne sont pas pour la plupart consommés ici par les habitants de ces terres. Ce sont majoritairement de grandes cultures qui sont exportées plus loin. Donc comment on peut accompagner vers la diversification agricole sur ce plateau. Et enfin, nous disions que c'était à la fois besoin d'une incitation qui venait d'en haut et de chaque citoyen de se saisir de cette question en regardant chaque bout de gazon comme une opportunité de cultiver par soi-même aussi son potager. Donc cultivons les ronds-points, car l'agriculture, c'est la culture. Et redéfinir un petit peu ce que voulait dire le mot local avec un grand L, parce que nous avons pensé que nous n'avions pas tous forcément la même définition. Donc on est reparti du type de production, on est parti sur la proximité des produits et des producteurs, donc du type de produit. Il y a des personnes, par exemple, qui pensent qu'une orange achetée à plusieurs milliers de kilomètres, on est obligé de l'acheter. Et donc, on ne sait pas si c'est vraiment un produit local ou c'est un produit de nécessité dont on aurait peut-être pu se passer. Donc, on a pensé local en pensant aussi au nombre d'intermédiaires par rapport à cette fameuse chaîne de production jusqu'au consommateur. Est-ce que le local, ce ne serait pas moins d'intermédiaires ? On a pensé local aussi dans un respect de l'environnement et surtout le respect des sols, parce que sans sol, il n'y a pas de culture. Et sans culture, il n'y a pas de vie. Donc on a vraiment mis un point aussi sur le type de production. Le local ne veut pas dire forcément bio, ça peut être une culture conventionnelle. On n'a pas opposé les deux, en tout cas concernant notre groupe. On est reparti aussi de la définition historique de ce que c'est que cultiver et de remémorer un petit peu le fait qu'on avait une culture locale dans son jardin ou dans son territoire, à proximité de chez soi, et que le nombre de paysans était beaucoup plus important il y a encore 50 ans. Alors, on n'a pas vraiment trouvé de solution, mais nous avons pensé
que sur le territoire, il y avait un manque d'informations sur les acteurs et le type de producteurs locaux de proximité. Nous pensons aussi qu'il y a un problème sur la traçabilité et les organes de contrôle au niveau territorial et au niveau national. Derrière ces problématiques, nous avons pensé et nous observons qu'il y a la problématique de la financiarisation globale du monde agricole sur notre planète et notamment sur, donc, redescendant sur nos territoires. Comment faire pour que le geste de la culture soit primordial face au business fait sur la financiarisation des différents sols de la planète? Question. Nous, donc, il y a une question d'éthique donc, derrière tout ceci. Nous avons réfléchi aussi au gaspillage et aux luttes de gaspillage peut-être dans une idée d'éducation. On s'est interrogé sur la sociologie aussi, sur les générations. Est-ce qu'il y avait des générations qui étaient plus dans le gaspillage ou sur une consommation directe de malbouffe, mais plus que d'un local raisonné? Est-ce que c'est une question de génération? Et on a insisté aussi sur la volonté politique claire, en fait, sur plutôt le manque, enfin l'impression du manque de volonté politique claire sur les envies que ça change et que ça, le mode d'agriculture raisonné soit au centre vraiment des préoccupations politiques et que nous y percevions une solution. En fait, on n'a pas donné des solutions. Hein. On a quand même terminé par un côté positif en disant qu'il y avait quand même des modes d'agriculture qui se développaient, comme les jardins partagés. On a parlé de serres en étage et tout en n'omettant pas qu'il y avait des problèmes de volume, de capacité de production pour un même territoire et que nous étions partagés sur le fait que le local pouvait couvrir l'ensemble des lieux de consommation, que ce soit restaurant d'entreprise, école, etc., etc. Fabien. Merci beaucoup à Léa, Christelle, Mounia, Sarah, Quentin, Juliette, Emmanuel, Cyril, Fabien, Florence et Pierre pour vos restitutions. Merci également à l'ensemble des facilitateurs et notamment tous les animateurs qui travaillent pour d'autres structures et qui l'ont fait bénévolement pour Terrecité. Merci à chacun de vous pour tous ces échanges riches et je vais inviter Olivier Descourtis, le président du Collège des agriculteurs de l'association Terrecité, à venir dire le mot de conclusion de cette soirée avant que nous puissions déguster ensemble ce buffet que nous avons hâte de consommer ensemble. Alors oui, il y avait un temps de questions qui est très très écourté parce qu'on a des engagements d'un point de vue horaire vis-à-vis de chacun de vous et vis-à-vis de la salle qui font que c'est... Voilà, maintenant il est un peu tard. S'il y a une question vraiment que vous sentez qu'il faut poser, allez-y. Une grande partie de la population de la CPS, ça fait 320 000 habitants, je crois, quelque chose comme ça, à partir du milieu du mois, ils mangent surtout des nouilles et des plats composés. Donc je pense que quand on parle d'alimentation, il y a un consensus ici sur une alimentation saine, venant des maraîchers du coin, de la viande, du poulet, etc. Mais pour beaucoup de gens, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc quand on parle d'alimentation, il faudrait aussi tenir compte de toute cette population qui n'a pas les moyens de se nourrir autrement.
disons que par rapport à tout ce qui a été dit, on parle de grands débats ici, on a juste vu des petits ateliers. Comme j'avais déjà un petit peu entendu parler à Terre et Cité, je suis un petit peu déçu par rapport à d'autres grands débats qu'on a pu avoir à Palaiseau. Moi, j'ai participé à Palaiseau, par exemple. Il y avait un micro qui circulait, ça fait 2 heures. On entend tout le monde, il n'y a pas de jugement, comme vous le proposiez en introduction. Là, c'est plutôt une synthèse de tout ce qu'on peut lire. Je ne sais pas vraiment ce qui va en ressortir comme écrit. Moi, je serais plutôt critique sur... Madame de Montchalin expliquait que c'était bien de voir des citoyens autre chose que des associations, d'autres informations, d'autres sources d'informations. Mais globalement, vous avez effectivement toutes les clés. Moi, j'ai du mal à voir ce que vous attendez pour inverser la machine et faire en sorte que l'agriculture revienne et qu'on arrête en fait un système croissant, un système de bétonnage, que élu soit résumé à bétonnage en fait. Quand on aura des PLU, quand on aura des programmes au municipal et aux différentes élections, en fait, on nous propose non pas un nouvel aménagement, mais en fait un agriculteur qui s'installe, on sera certainement tous un petit peu plus contents. Donc moi, je suis un petit peu déçu de la manière dont c'est organisé par rapport à d'autres grands débats que j'ai pu avoir l'occasion auxquels j'ai participé. Voilà. Oui, je voulais également, par rapport à l'urbanisation intense qu'il y a ici, je souhaiterais dire à Madame de Montchalin que ça serait bien de penser à tous les territoires de façon à vider, enfin pas vider, mais au moins éviter la concentration que l'on connaît ici pour redynamiser aussi d'autres régions et faire en sorte que les TGV, les moyens de communication actuels, le numérique, puissent profiter à tout le monde et éviter les concentrations qui ont vraiment des effets délétères sur la santé et sur globalement tous les transports, les temps de transport importants qu'il y a ici. Et ce n'est pas en mettant une ligne 18 sur le plateau de Saclay que ça ira mieux, parce que ça va favoriser encore une autre urbanisation. C'est parce que c'est bien connu que ce qu'une loi institue, une autre loi peut l'abolir. Donc moi, la sanctuarisation, j'ai un peu des doutes dans le futur. Donc, ce serait quand même bien, cette urbanisation, qu'elle cesse, et les zones de Corbeville, surtout de les préserver et de les conserver. Juste un instant. Je crois que la synthèse a été donnée par Emmanuel Vandamme. On ne peut pas se nourrir sans faire de culture, et on ne peut pas faire de culture sans terres agricoles. En l'occurrence, ce qui nous réunit ce soir, c'est le plateau de Saclay. Donc faites quelque chose, madame, s'il vous plaît, pour nous aider sur le plateau de Saclay. Et on croira dans le gouvernement actuel et dans sa volonté d'améliorer l'agriculture nationale. Aujourd'hui, il est encore temps de faire quelque chose sur Corbeville afin de démontrer votre volonté. Pas à vous, madame de Montchalin, mais à vous, politique actuelle. Nous comptons sur vous, véritablement. Merci. Bonjour, moi je suis berger, je m'installe en agriculture sur le plateau de Saclay, et c'était pour parler un peu de l'installation agricole des jeunes, ou moins jeunes, qui veulent s'installer en agriculture. Là, j'ai encore croisé une amie qui était là, j'étais content de la voir ce soir. Elle m'a annoncé qu'elle renonçait à son projet d'installation en agriculture après les déboires avec, que ce soit la SAFER ou je ne sais quoi, les déboires qu'on peut avoir. Il paraît qu'en Ile-de-France, on a un des dispositifs d'installation agricole les plus performants. Alors moi, je suis dedans, et je te dis que la campagne, ça doit être quelque chose. On a installé 20 maraîchers sur toute l'Ile-de-France, 10 millions d'habitants. Je suis tout aussi alarmée du destin du plateau de Saclay. Ma question, c'est pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui nous empêche, chacun d'entre nous, de gratter un petit bout de gazon, soit de votre jardin, soit d'un lieu public, parce qu'il y a énormément de zones qui pourraient être cultivées dans nos villages, dans nos villes, dans nos rues, et d'y semer quelques graines et de les regarder pousser, parce que le local, c'est vraiment aussi apprendre à regarder, à comprendre qu'est-ce que c'est que la nourriture, à la voir, et à modeler nos paysages. Chacun d'entre nous, on en a la capacité. Donc, qu'est-ce qui nous en empêche ?
Donc là, ça va être la dernière intervention et ensuite on donnera la parole à Olivier. Oui, je suis un peu désolé que la ministre soit partie, parce que pour être sur les circuits courts, sur le territoire depuis plus de 15 ans maintenant, moi je trouve qu'il y a sur ce territoire un fort déséquilibre qui s'est, je dirais, accru d'année en année entre la terre et la cité. C'est-à-dire que la cité fait sa place, mais la terre recule toujours plus. Et là, pour moi, on est vraiment dans un déséquilibre criant. Et ce que je voulais dire à la ministre, c'est que les injonctions ministérielles de rajouter toujours dans la, je dirais, dans la corvée de l'établissement public d'aménagement un hôpital par-ci, une sous-préfecture par-là, un lycée international, fait que l'établissement public d'aménagement créé depuis 2010 pour bétonner ces terres agricoles se retrouve avec des injonctions des ministères de toujours bétonner plus et ne prend absolument pas en compte les équilibres avec l'agriculture qui est présente depuis des siècles dans le territoire sur lequel il opère. Et ça, je crois qu'il faut l'entendre dans les gens qui sont venus ici, qui se sont beaucoup exprimés, y compris dans mon groupe, sur cette préservation des terres agricoles. On est vraiment dans quelque chose maintenant qui est en déséquilibre, et il est, de mon point de vue, de président d'AMAP, et de mon point de vue de militant associatif, il est vraiment maintenant, je dirais, inconcevable que l'établissement public d'aménagement, qui est la main de l'État sur le territoire, ne fasse pas mieux pour l'agriculture de ce territoire. Voilà. Ok, si cette phase de questions-réponses est terminée, merci à chacun de vous. Je vais donner la parole à Monsieur Descourtis. Merci Clarisse. Écoutez, je pense qu'il y a eu des échanges ce soir qui ont été très riches, passionnés, passionnants, et ça confirme que notre territoire passe par le dialogue, que l'avenir de notre territoire passe par le dialogue entre tous les acteurs. Quand on dit tous les acteurs politiques, les acteurs institutionnels, les députés, donc les gens qui sont un petit peu plus haut placés. Et donc il faut qu'il y ait vraiment ce dialogue pour pouvoir faire avancer ce plateau, qui est une terre d'exception, avec des agriculteurs d'exception. Et je pense que l'avenir agricole de notre plateau, on l'a déjà bien façonné, puisqu'il y a une grande part des agriculteurs qui se sont lancés dans des diversifications pour accompagner justement cette demande qui était forte. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de territoires qui ont eu une dynamique aussi forte qu'on a pu avoir sur le plateau de Saclay. Alors tout ceci a été aussi aidé par Terre-et-Cité. Thomas, il y a des politiques qui sont mauvais, il y en a d'autres qui sont très bons, il y en a d'autres qui sont passionnés et qui nous aident, dont Thomas, je pense qu'on peut le féliciter pour tout le travail qu'il accomplit au sein de Terre-et-Cité pour maintenir cette association et toute son équipe. Je pense qu'il y passe beaucoup de temps. Et merci aussi à toute l'équipe de Terre-et-Cité pour son travail, je dirais, passionné, son aimabilité, son savoir-vivre. Donc voilà, je pense qu'on est sur un territoire d'exception, avec des gens d'exception. On est en face aussi d'organismes qui abusent de leur pouvoir et qui font qu'aujourd'hui, la prise en compte des revendications qui sont des revendications loyales et écologiques ne soit pas prise en compte. Voilà, donc je pense qu'il y a encore un bel avenir pour ce plateau. La preuve, c'est que vous êtes tous là, que vous nous accompagnez, que vous nous tirez, que vous nous poussez dans notre démarche d'agriculteurs-producteurs. Et notre but, c'est justement de vous servir et que vous nous aidiez à avancer dans le bon sens. Voilà, écoutez, merci à tous et merci aussi à Madame la députée, merci Amélie. On va pouvoir se dire au revoir et poursuivre la soirée autour du buffet des produits locaux. Bonne soirée à tous.